Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2025 consacrée aux outils fiscaux à maîtriser pour bien transmettre sereinement son patrimoine, le tout dans un environnement économique incertain. Pour en parler, je suis en plateau avec Georges Richelme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration de Guépard. En deux mots, Guépard ? Eh bien, tout simplement, Guépard est une association de défense des épargnants. Et nous sommes aussi avec Romain Gros. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat fiscaliste chez Simon et Associés, qui est un cabinet d'avocats d'affaires au service des entrepreneurs et des entreprises. Alors, au programme de cette émission, nous allons voir comment se présente 2025, côté économie et fiscalité pour l'épargnant. Nous verrons ensuite en détail les outils juridiques et fiscaux pour optimiser la transmission de patrimoine, ainsi que les erreurs à éviter. Alors pour commencer, d'abord quelques éléments d'actualité, que peut-on dire du contexte économique et fiscal en ce début d'année 2025, Georges Richelme. Bien, analyser le contexte économique en début d'année 2025, c'est regarder ce qui s'est passé à la fin de l'année 2024. Quelques éléments, la croissance en 2024, elle a été plutôt correcte. L'Europe a fait mieux que ce qui était prévu, avec toutefois un décrochage en fin d'année par rapport aux États-Unis, mais on constate encore une certaine fragilité. L'analyse, c'est aussi l'inflation. Alors là, l'inflation, je pense il est clair qu'elle a nettement diminué. Les économistes nous disent qu'elle est normalisée. Elle était à 2,4 en fin d'année dernière. Un doute, c'est la vitesse de décroissance aujourd'hui, et en particulier aux États-Unis. Et le dernier point important, ce sont les taux. Donc les banques centrales semblent vouloir poursuivre leur politique d'assouplissement. Là aussi, la question est de savoir à quelle vitesse va se faire cette décroissance, avec, dans le même temps, pour notre pays, plus particulièrement, compte tenu du marasme politique, une incertitude qui pèse sur les perspectives économiques. Et enfin, la question que l'on doit tous se poser, c'est quels seront les impacts de l'élection du président Trump dans les mois à venir sur l'activité économique mondiale. Et vous, votre regard, Romain Gros ? Au contexte économique que vient d'évoquer Georges Richelme, il faut ajouter, comme nous le voyons tous, un contexte politique éminemment difficile. Éminemment difficile parce qu'un paysage politique qui s'est émietté. Et donc cet émiettement de la vie politique fait qu'aujourd'hui, on voit que nous avons une instabilité chronique et quasiment un mouvement brownien de la vie politique qui se traduit sur un élément fondamental, la fiscalité, avec une foire à l'innovation que nous constatons pour nombre d'entre nous avec effroi. Face à cela, il faut garder notre sang-froid parce que, ma foi, au fond, si nous avons plus de 3 000 milliards d'euros de dette qu'il nous faudra un jour ou l'autre rembourser, si nous avons des déficits largement excessifs, néanmoins, on voit bien que nous avons une pression fiscale qui, elle, a atteint son optimum. 47% du PIB partent en pression fiscale. Cela veut dire une chose, c'est qu'on ne va pas pouvoir non plus augmenter à l'excès la pression fiscale, que ce soit sur les épargnants ou sur le travail. Et donc, en réalité, ce qui est à craindre, c'est des innovations ponctuelles sur des aspects précis de notre droit fiscal qui peuvent remettre en cause de l'équilibre, mais pas un changement complet de l'équilibre de notre paysage fiscal. Alors dans ce contexte, une question, comment défendre l'épargnant ? Bon, dans le contexte actuel, je dirais que le rôle des associations d'épargnants se justifie pleinement, car nous sommes là pour prendre la défense des intérêts des épargnants, mais aussi pour la défense et la promotion des outils qui sont le fondement de la constitution de l'épargne des particuliers. Et l'assurance vie en est un essentiel, l'assurance vie qui représente à peu près aujourd'hui 2 000 milliards d'euros dans notre pays. C'est un outil privilégié car c'est à la fois un outil d'épargne et un outil de transmission. C'est le vecteur de la capitalisation au long cours des particuliers, dont je rappelle quand même que le succès repose certes sur la qualité des produits, c'est-à-dire sur la qualité des assureurs qui le fabriquent, qui le diffusent, mais aussi et surtout sur la stabilité du cadre légal et fiscal qui les régisse. Ça, c'est vrai que c'est très très important. L'instabilité fiscale, j'allais dire, c'est le péril de l'épargne. Voilà.
C'est vraiment le cadre qu'il faut garder, absolument. Oui. Alors on le comprend, le contexte fiscal et économique est incertain, croissance modérée, rigueur budgétaire, réforme fiscale, risques géopolitiques sont autant de facteurs qui demandent une vigilance accrue de la part des épargnants. Il faut donc optimiser la transmission, notamment avec des outils que l'on va évoquer maintenant. Alors dans le cadre de la dernière rencontre régionale organisée par Guépard pour ses adhérents, Maître, vous aviez évoqué certains outils facilitant les transmissions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors ils sont nombreux au fond devant nous, devant chacun d'entre nous. Alors le point majeur, c'est de voir que le droit fiscal français ne manque pas de ressources pour aider les épargnants, pour aider chacun d'entre nous à optimiser la transmission. Et au fond, on le voit, les outils sont là pour s'adapter à des situations différentes en fonction des contribuables. Alors vous avez bien sûr, et on en parlera je crois un peu plus tard, les démembrements entre la nue propriété et l'usufruit. Mais vous avez également l'abattement de 100 000 € sur tous les dons que vous allez faire à des enfants, par enfant et par conjoint. Si par exemple un couple fait à 3 enfants, il peut donner jusqu'à 600 000 € comme ça en franchise de droit. Et cet abattement, il se renouvelle chaque 15 ans, par exemple. Tous les 15 ans, il faut bien préciser. Tous les 15 ans. Et donc vous avez cet outil qui est majeur. Vous avez les présents d'usage. Les présents d'usage, c'est se dire à quel niveau peut-on faire un cadeau au moment de l'anniversaire ou de Noël. C'est des questions qu'on vient de se poser. Eh bien, c'est aussi un outil de transmission parce qu'on peut aller assez loin. Tout dépend de la fortune et ça va être branché, allais-je dire, sur le niveau de fortune. Mais vous avez aussi les dons manuels qui sont là pour les enfants et petits-enfants. Donc on voit qu'on a un paysage bien garni, allais-je dire, qui peut s'adapter à chacune de nos situations. Et encore faut-il connaître sa situation, avoir un diagnostic précis là-dessus et savoir saisir tous ces outils qui sont à portée de main. Alors je voudrais qu'on s'arrête sur 2 outils bien précis. Tout d'abord, Maître, pouvez-vous nous expliquer l'intérêt du démembrement de propriété ou des donations avec réserve d'usufruit? Alors l'outil que vous venez d'évoquer, il est éminemment précieux pour, au fond, organiser la transmission d'un patrimoine particulier. Alors, avant de vous décrire l'outil, il faut en expliquer la raison d'être, la philosophie elle-même. Vous savez que quand nous sommes propriétaires d'un bien, nous sommes finalement propriétaires au moins de 2 aspects de ce bien. L'usufruit, l'usage de ce bien, et la nue propriété, c'est-à-dire la propriété elle-même du bien. Et au fond, la donation, comment cette analyse peut-elle être utile à un outillage et à une réflexion stratégique sur la transmission de vos biens? Eh bien, très clairement, si vous donnez la nue propriété à vos enfants, vous allez leur donner une assiette, une valeur moins grande que si vous donniez la totalité de vos biens. Et pourtant, vous restez maître des fruits. C'est-à-dire que les biens, vous pouvez toujours les occuper si c'est votre résidence, vous pouvez toujours en tirer des revenus si c'est du revenu locatif ou si ce sont des actions. Mais pour le coup, vous aurez déjà transmis la nue propriété. Et comme vous ne l'aurez fait que sur une partie de la propriété, qui n'est que la nue propriété, vous paierez moins de droits. Alors vous allez me dire, mais à la fin des fins, comment tout cela va se faire? Eh bien, il faut savoir qu'au moment du décès, la nue propriété et l'usufruit vont se réconcilier automatiquement. Et dans ces cas-là, que se passe-t-il? Les enfants deviennent propriétaires en totalité du bien, en démarrant par la nue propriété, et ils le font sans aucun droit. Et donc c'est un des moyens les plus efficaces pour alléger le fardeau fiscal sur la transmission des biens, surtout quand il s'agit de biens d'un foyer, de biens de particuliers, notamment la maison ou les maisons ou l'immobilier à transmettre à ses enfants. Alors, autre point maintenant, quelle stratégie juridique adopter pour réduire la charge fiscale des transmissions, notamment pour les entreprises familiales via les pactes Dutreil? C'est fondamental. Votre question, elle touche là un point névralgique de notre économie. Pouvoir transmettre des entreprises, des ETI ou des PME dans des conditions le plus favorables possible, c'est une des conditions de création d'un réseau d'ETI. Vous savez, on parle de ces ETI depuis longtemps, et on regarde de l'autre côté du Rhin. Que voit-on de l'autre côté du Rhin? On y voit un réseau d'ETI très développé. Pourquoi est-il très développé? Pour plein de raisons. Mais une des raisons qui est faramineusement importante, c'est que vous pouvez transmettre votre entreprise dans des conditions très favorables. Et au fond, le pacte Dutreil, il a été créé par un grand ministre des PME qui a eu ce souci-là de créer cette économie familiale. Et de se dire, au fond, on favorise la transmission dans la famille. Et donc,
vous pouvez, par la signature de ce pacte, je vais revenir dans 2 secondes en 2 mots sur les conditions, par la signature de ce pacte, vous pouvez obtenir vous pouvez obtenir 75% d'abattement sur les droits afférents à la transmission de votre entreprise. Si l'entreprise vaut 10 millions, au fond, vous ne paierez, pour prendre un exemple très concret, vous ne paierez que des droits que sur 2,5 millions d'euros. Autant vous dire que c'est un sacré atout que l'on met entre les mains des héritiers, des ayants droit. L'objectif, on le comprend, c'est de favoriser la transmission intergénérationnelle pour permettre à des entreprises de grossir sans trop de heurts et sans trop de ruptures. Parce que le capitalisme familial, il a un intérêt majeur pour notre économie. Ce sont des capitaux patients qui veulent s'investir et qui considèrent que leur entreprise est la prunelle de leurs yeux. Donc ils vont la faire prospérer. Maintenant, en 2 mots, les conditions, elles sont au nombre de 4. L'engagement à conserver les titres pendant 6 ans. 6 ans. De manière collective ou individuelle, mais retenez 6 ans. La deuxième chose, il faut qu'un des co-signataires soit dirigeant de l'entreprise et soit acteur de cette entreprise. Il faut que l'activité de l'entreprise soit industrielle et commerciale. Et pour terminer, il faut que les co-signataires de cet accord représentent à eux tous plus de 34% du capital de la société. Voilà. Et si vous respectez ces conditions-là, il ne faut pas patienter un instant, il faut le faire. Et le pacte du Trade, sur le plan juridique, vous savez, c'est un contrat, peut-être juste un contrat qu'il faut faire le plus vite possible. Un contrat avec donc 4 conditions que vous avez bien expliquées. Alors il y a aussi l'assurance vie. Pourquoi l'assurance vie reste-t-elle un outil incontournable pour la transmission patrimoniale ? Eh bien, vous avez raison, on a l'habitude de dire que l'assurance vie, c'est le couteau suisse de l'épargnant. J'y vois à cela 2 raisons majeures. La première qui est liée à la transmission avec une fiscalité favorable, puisque on bénéficie d'un abattement fiscal de 152 500 € hors droit de succession sur les sommes qui ont été versées avant l'âge de 70 ans. Et au plan civil, le contrat d'assurance vie bénéficie d'une liberté de transmettre aux bénéficiaires de son choix sur plusieurs générations en cas de démembrement de la clause de bénéficiaire, comme cela nous a été expliqué. Donc, l'intérêt de l'assurance vie est clair dans sa partie fiscale patrimoniale. Il est aussi intéressant par le fait que le contrat souscrit et sur des fonds euros est à capital garanti, ce qui n'est pas le cas pour le reste. Et donc, nous avons un capital garanti avec un rendement du fonds euro qui est toujours extrêmement intéressant, puisque cette année, si je prends l'exemple du contrat Fidelissimo, qui est le produit du Guépard, nous avons fourni un taux de 2,55%, ce qui représente 11,22% de rentabilité sur les 5 dernières années. Certes, si on veut avoir une rentabilité boostée de son contrat, il faut rajouter une poche d'actions, d'unités de compte en fait. C'est donc, pour répondre à votre question, le placement qui a la fiscalité favorable avec la liberté de transmission, ça devient donc un outil non contournable dans la stratégie de l'épargnant. Et puis il y a aussi les produits financiers responsables. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors lorsqu'on parle de finance responsable, on pense évidemment à la finance durable, à la finance décarbonée. Il ne faut pas oublier les 2 autres piliers, c'est-à-dire il y a 3 lettres dans c'est ESG, E environnement, S le social et G c'est la gouvernance. Alors bien sûr, au Guépard, nous sommes très vigilants sur le choix des UC responsables, mais nous avons fait le choix il y a 2 ans de la lettre S, c'est-à-dire nous sommes allés vers le social, avec un partenariat avec l'organisation Habitat Humanisme, et il existe une unité de compte, Habitat Humanisme, qui est une unité solidaire qui redistribue une partie de ses revenus. Investir responsable, effectivement, c'est très important. Alors on l'a vu, démembrement de propriété, donation avec réserve d'usufruit, pacte du Trade et bien entendu l'assurance vie, autant d'outils puissants, capables d'optimiser la transmission de votre patrimoine, mais qui dit puissant, dit aussi complexe. Parfois, il faut savoir les utiliser à bon escient. Alors, quelles sont les erreurs les plus courantes que les épargnants doivent éviter dans la préparation de la transmission patrimoniale, maître ? Alors la première des erreurs, c'est ne pas anticiper.
Si on attend, ma foi, que la retraite arrive et que la vie prenne son cours et suive son cours, généralement ça se passe mal. Voilà. Parce que plus tard on traite ces sujets-là, plus il est difficile de les traiter. Premier point. La deuxième erreur, c'est se garder de deux excès. Une fois qu'on s'est dit qu'on anticipe et qu'on essaye de faire, vous avez deux excès que je vois régulièrement. Un excès dont on voit les conséquences, je veux dire, en pathologie fiscale. Quand vous voyez un contrôle fiscal qui tourne mal sur ces sujets-là, qu'est-ce que c'est ? C'est souvent ou des solutions stéréotypées ou des solutions, ma foi, un peu trop agressives et qui sont sur le marché. Voilà. Stéréotypées parce que, ma foi, vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « mais moi, je l'ai toujours fait, j'ai fait ci, j'ai fait là, j'ai un tuyau, faites-le ». Ça, c'est certain qu'il va y avoir un problème. Et la solution trop agressive, c'est la solution mirobolante. Vous ne payez aucun impôt avec ça, et c'est sûr. Dites-vous que nous sommes en France, mais c'est la même chose dans tous les pays de l'Union européenne. Et heureusement, les impôts, il faut qu'on se dise tous qu'on doit en payer. Et la solution qui consiste à vous dire j'ai une solution avec zéro impôt, elle peut être remise en cause fortement par l'administration. Et enfin, finalement, de tout ça, ce que l'on peut se dire, c'est qu'il faut également se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc, anticiper, ne pas prendre trop de risques, mais être capable, malgré tout, de traiter le sujet, eh bien, c'est une ligne qu'il faut suivre et qu'il faut s'imposer sans se dire que les sujets sont réservés à d'autres. Georges Richenne, quelle erreur à ne pas commettre? Alors, la première, c'est effectivement c'est un peu ce qu'a dit Romain Gros, c'est il faut éviter d'être séduit par des produits excessifs. Ça, je crois que c'est clair. Alors, pour éviter de faire ces erreurs, moi je dirais, il faut choisir les produits associatifs. Car les associations d'épargnants, elles, suivent les évolutions de contrats. On l'a dit, c'est une épargne à long terme. C'est une capitalisation à long terme. Et dans le temps, les contrats évoluent, la fiscalité évolue, les clauses évoluent. Et si vous êtes seul pour le faire, comme par exemple si vous avez souscrit un contrat bancaire, d'assurance bancaire, vous êtes seul face à... Et vous n'avez pas forcément la compétence pour suivre votre contrat. L'association, dans son rôle, c'est de suivre l'exécution et la gestion des contrats. Donc elle le fait dans l'intérêt de ses adhérents, et je dirais que l'association, en fait, est un peu un tiers de confiance. Effectivement, c'est le rôle de cette association Guépard, notamment le tiers de confiance. Allez, pour terminer, s'il y a un conseil clé que vous voulez vraiment garder et transmettre à nos auditeurs et téléspectateurs pour justement transmettre son patrimoine sereinement, ça serait quoi? Se dire qu'il y a des outils pour chaque situation, ça veut dire quelque chose. La conséquence, c'est qu'il faut être capable de se poser en se disant qu'on fera du sur-mesure. Et chacun de nous doit se dire que le sur-mesure, nous devons y prétendre. Parce qu'éviter le sur-mesure ou ne pas aller vers le sur-mesure, c'est prendre le risque majeur pour ses successeurs, pour ses héritiers. Et donc le sur-mesure, ça veut dire qu'il faut être capable d'abord de faire un diagnostic de sa situation, de ses motivations. Est-ce sécuriser son conjoint? Est-ce donner l'entreprise, la transmettre à la génération suivante? Est-ce que c'est organiser une vie familiale qui a peut-être été complexe et savoir traiter chacun des ayants droit de manière respectueuse? Tout cela, ça doit se regarder, s'observer, s'analyser pour en tirer de ce diagnostic des solutions adaptées et toujours sur mesure. Un dernier conseil. Mon dernier conseil, ce sera effectivement que l'assurance vie étant un élément majeur du patrimoine, et je l'ai dit et je le redis, c'est un produit de long terme, il faut donc ouvrir le plus tôt possible un contrat pour prendre date fiscalement. Même si ce sont avec des petites sommes. Mais on a pris date fiscalement, et c'est pas Romain Gros qui me dira le contraire, je pense. Et une fois qu'on a ouvert ce contrat, il faut penser à le faire vivre. Et pour le faire vivre, je crois qu'il ne faut pas hésiter d'aller voir les conseillers qui vous ont vendu ce produit et évoquer la situation personnelle, effectivement les enfants, le patrimoine mobilier, les clauses bénéficiaires. Alors la clause bénéficiaire, Maître Gros avait participé avec nous à des réunions avec nos adhérents. La clause bénéficiaire est un élément essentiel dans le contrat pour le bénéfice. Et donc il faut savoir la rédiger, donc il faut se faire aider, il faut savoir la faire évoluer. Et il faut bien se dire que ce n'est pas parce qu'on a conclu un contrat à l'instant T, à un moment de sa vie, qu'il ne faut plus y penser ensuite. Et je pense que c'est ce qui est le plus sûr
pour être sûr de transmettre efficacement. Bien, merci. C'est déjà la fin de cette émission. Beaucoup d'informations pour bien lancer cette année des épargnants qui nous regardent. Merci beaucoup, Georges Richel. Je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de Guépard, et Romain Gros, avocat fiscaliste chez Simon et Associés. Merci à tous les deux. Alors, pour aller plus loin, sachez que vous pouvez poser vos questions à nos deux invités par mail. Leurs coordonnées vont s'inscrire dans le générique de l'émission. Merci beaucoup et à bientôt.